Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. On poursuit inlassablement notre tour de France des éditeurs de comics en France en allant à la rencontre, enfin même en retrouvant des personnes qu'on a déjà eues très souvent. Pour ce tour d'horizon un petit peu du bilan de l'année 2023 et des perspectives pour 2024, j'ai le plaisir de retrouver cette fois à distance, pas en face à face, Michael Jérôme, qui dirige les éditions Comics Initiative depuis maintenant 6 ans, je crois bien. Ça c'était en 2017, Kirby and Me. Donc on est même dans la 7e année techniquement. Salut Michael. Salut Arnaud, bah écoute, plaisir partagé. Désolé de ne pas avoir pu te rejoindre dans ton antre pour effectuer cet enregistrement. La distance fait que, le planning aussi. Ouais, bah forcément, on enregistre littéralement à une semaine de l'ouverture au public du Festival d'Angoulême, donc effectivement, c'est pas forcément évident de se retrouver, mais voilà, la magie de la vidéo et de Zoom, de la technologie, Internet, tout ça, c'est incroyable. Voilà, on peut faire des podcasts à distance. Donc forcément, vous l'entendrez sur le son de Michael, c'est un petit peu moins quali que moi qui prends aussi ma piste en local, mais je crois que ce sera quand même audible. J'espère que tu vas bien quand même, que c'est pas trop le rush justement pour le fameux festival qui arrive, où tu as une fois de plus, on peut le dire vu que le podcast sera mis en ligne juste avant le festival. Voilà, tu as, je crois, 13 invités. Donc déjà, moi je suis superstitieux, donc je n'irai pas à ton stand, mais quand même, C'est vrai. c'est tout un bordel à gérer quand même. Ouais, il y a beaucoup de monde cette année encore. Plus ça va, plus on va dire le nombre de participants grandit. Ils seront pas tous là en même temps, donc il y aura pas de chiffres, t'inquiète pas, de déroulement, de messe satanique, tout ça. Il y aura pas de ça. En tout cas, ouais, non, on a plein d'auteurs qui viennent défendre leurs titres, certains qui font le déplacement depuis les États-Unis ce qui fait toujours plaisir, évidemment, de pouvoir compter sur la présence de plusieurs artistes internationaux. Et puis on aura des avant-premières. On va essayer on va essayer en tout cas qu'on partage tous un bon moment et que qu'on puisse parler bouquins, quoi. Enfin, parler BD, lecture, bref, les choses qui, je pense, nous éclatent au quotidien, quoi. Donc ouais, non, beaucoup de boulot forcément, ouais, anticiper tout ça, faire des plannings. Ouais, ça, c'est bien, c'est cool. C'est quoi concrètement le plus difficile? C'est de gérer vraiment en fait juste qui va être présent à telle ou telle heure pour les centres de dédicace, parce que peut-être aussi que tes invités ont d'autres choses de prévues entre peut-être des envies d'aller voir eux-mêmes des expos, parfois des rencontres sur le marché des droits, et je sais pas trop un peu comment ça se passe Alors, de ton côté. chacun a ses problématiques, que ce soit de déplacement, déjà, que ce soit aussi d'impératifs personnels, professionnels. Donc c'est vrai que ça fait aménager plein de petites croix dans des tableaux pour se rendre compte, des tableaux Excel pour se rendre compte de qui est là en même temps. Ah mince, là ce jour-là j'ai 13 personnes en même temps, mais j'ai que 6 places, voire potentiellement 7 sur le stand. Donc on va compter 6, puisque sinon ils seront tous très serrés. Même si voilà, il fera peut-être un peu moins froid au moment où vous écouterez le podcast. En tout cas, non, il y a toutes ces petites difficultés là, essayer de trouver des choses un peu cohérentes, c'est-à-dire éviter d'avoir tout le temps les mêmes personnes qui sont sur place, essayer d'alterner en fait, faire des petits relais entre chacun, c'est des choses assez sympas à penser et à faire. Et puis ouais, non, c'est simple, toujours à imaginer. C'est pas forcément aisé de le faire concrètement, parce que c'est vrai qu'on a j'ai eu le plaisir d'avoir en tout cas des invités qui viennent pour se défoncer sur le stand, clairement. Donc ça fait ultra plaisir, parce que en général ils peuvent être là à l'ouverture et tenir jusqu'au bout. Bon, bien sûr les petites pauses repas et commodités sont intégrées, mais donc là effectivement ça fait que là on organise des créneaux pour qu'ils puissent aller voir des expos, genre de choses, ou même juste aller à un rendez-vous, passer un bon moment, enfin bref, essayer de profiter du salon aussi de manière un petit peu plus complète que celle qu'on fait habituellement. Donc voilà. Et aussi une petite question parce que toi, en fait, il n'y a pas de libraire qui vient forcément s'occuper de ton stand, comme c'est le cas sur des très grandes maisons d'édition, notamment franco-belge ou en manga. C'est pas trop compliqué en termes de logistique de devoir gérer justement combien d'albums. Enfin, j'imagine que pour les albums que tu prends majoritairement donc tes avant-premières et aussi les albums de tes invités.
peut-être que tu prends aussi d'autres trucs pour faire découvrir le reste de ta collection, mais justement, en termes de stock, comment tu gères aussi la quantité d'albums de chaque artiste présent que tu vas prendre, sachant que bah, tu dois faire ça, alors peut-être pas toute seule, mais quand même à échelle très humaine, hein, en fait. Ouais, alors en fait, je pense que maintenant on se connaît suffisamment pour que tu saches que je suis assez pragmatique et que j'ai tendance à vouloir éliminer les différents problèmes de manière assez simple. C'est-à-dire que vu le nombre de salons que j'ai fait, j'ai mis en place en fait des sortes de statistiques qui me permettent de voir par rapport au nombre d'heures, par rapport au nombre de jours de présence sur un salon, savoir exactement combien je vais emmener d'albums. Alors des fois, ça arrive de se tromper. Hein, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Le but, c'est d'avoir une estimation la plus proche de celle dont on va avoir besoin sur place. Alors, ça arrive effectivement de se tracasser en se disant qu'on n'amène jamais assez de livres pour tel ou tel auteur. Et puis finalement, ça va être l'effet inverse, c'est-à-dire que l'auteur auquel on se disait que ça marcherait plus, bah finalement là, ça a un peu moins marché parce que les lecteurs l'avaient déjà vu la fois d'avant. Enfin, il y a plein de petits aléas comme ça qui sont propres à chaque salon, chaque lieu aussi, puisque le but c'est pas toujours d'être présent au même endroit également. Mais en tout cas, non, il y a un gros travail en amont d'estimation qui est à faire. Je prépare effectivement tout ce qui va être le transport logistique, la mise en place une fois arrivé sur le salon. Et ouais, ça demande du temps, de l'énergie. Et puis bah après, j'ai envie de dire, je crois que ça ouvre à 9h30 le jeudi matin. Vous me branchez et puis vous me retrouvez encore le 19h30 le soir en train de parler sur le stand. Ouais. C'est des moments épuisants. En général, faut compter une petite demi-journée pour s'en mettre au minimum, mais ça dépend de comment comment on encaisse. Et puis en vieillissant, on encaisse moins bien, donc on va peut-être prendre une journée. Mais globalement, ouais, ça marche beaucoup sur l'énergie, la préparation, principalement. Voilà. Et une dernière question juste par rapport au FIBD. Moi, je me rappelle que l'an dernier, tu avais quand même eu les Love and Rockets qui avaient été nommés dans la sélection officielle, hein, pour la partie patrimoine. Ouais. Cette année, par contre, il me semble que tu n'avais pas de titre, alors que c'était pas la première fois que tu avais eu des albums au FIBD nommés, et notamment bah, par rapport au travail quand même assez ouf que tu as fait sur certains titres de patrimoine avec les Hollywood aussi et Jack Kirby. T'en penses quoi? Récemment, on a reçu Laurent Lerner de Delirium qui était quand même assez colère sur la façon dont bah, les albums de bande dessinée américaine ou britannique n'étaient en fait justement pas présents, très peu présents dans les sélections. Toi, c'est quelque chose auquel tu attaches un petit peu d'importance ou tu prends les choses comme elles viennent. Donc si tu as une nomination, c'est cool. Sinon, tu t'en fiches. Bah globalement, on reste sur une sélection avec un jury, donc des choix qui sont forcément subjectifs. Je pense que sur une partie de la sélection, la moitié des albums ne me plaisent pas et c'est pas pour autant qu'ils ne valent pas d'avoir une certaine qualité. C'est pas, on n'en est pas là. Il y a des choix à faire, c'est pas moi qui les fais. Il y en a certains que j'aurais pas mis, moi j'aurais mis forcément les miens, hein, sans doute. Euh, Laurent aurait mis les siens sans problème là-dessus. En fait, je pense qu'il faut. Alors oui, c'est un formidable vecteur de mise en avant entre guillemets de la bande dessinée, qu'elle soit américaine ou anglophone en tout cas. Si là ils l'ont pas fait, ça veut pas dire qu'ils le feront pas la prochaine fois. Delirium a une super mise en avant avec le Grand Prix de Corben. Il y avait une formidable expo, ça a pu permettre à Laurent de mettre en avant ses bouquins à l'époque. Là, il y a il a fait quelques super rééditions comme Lootstar, comme Den, en tout cas de Corben. Je pense aussi que ça fait partie des retombées indirectement de cette exposition-là d'il y a quelques années aussi, d'avoir ranimé un peu la flamme de tous ces fans de Corben dont je fais partie, de se dire ouais cool, il y en a un nouveau, bon je l'ai quand même, on va le reprendre, allez. Et voilà, faut soutenir et puis voilà. Mais globalement, par exemple, le Walla Soud, nous, on était le seul à avoir un bouquin qui était canon, qui existait, qui était en avant-première. Il n'a pas été placé, par exemple, à la sortie d'exposition. C'est pas grave. En soi, c'est pas, on n'est pas j'ai tendance à dire, c'est une organisation qui est indépendante, qui se gère elle-même, qu'elle ne nous. En fait, je veux pas avoir alors oui, si j'aurais aimé que des titres le méritent, mais par exemple l'an dernier, quand tu m'évoques Love and Rockets, pour moi Love and Rockets, ça devrait déjà être omniprésent, ça devrait limite gagner le Grand Prix tous les ans. Mais c'est pas le seul. L'année dernière,
On peut le dire par exemple autrement, mais la ménagerie insolite de T.S. Sullivan, pour moi, c'est par exemple, si je le juge sur le même regard, je vais dire que c'est une erreur du jury qui est pour moi colossale de pas l'avoir mis en sélection, parce que c'est quelqu'un c'est un auteur qui est aussi important que ce qu'on a pu avoir avec Nemo Slumberland, ce genre de titres du Winsor McCay, etc. C'est la même époque, c'est juste qu'il a eu un parcours beaucoup plus difficile pour retrouver ses originaux, pour les compiler, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est chacun verra midi à sa porte, pour faire une expression bien connue. Mais là-dedans, il n'y a pas de, c'est pas de notre fête. Voilà, le comics à des moments a eu une mise en avant peut-être plus importante. Parfois c'est le manga, parfois c'est la BD, parfois c'est des titres plus underground, plus indé, plus populaires. Je pense que la BD elle est faite de tout et que bah, malheureusement c'est pas grave. Hein, notre tour viendra plus tard, à un moment pour un titre qui finalement pour nous aurait peut-être pas dû bénéficier d'autant de lumière que d'autres. C'est pas notre choix. Voilà, c'est tant pis, c'est pas grave. Sinon moi je les aurais tous mis. Voilà. Mais c'est logique, c'est logique. Oui, oui, bah, de toute façon, tu dois forcément prêcher pour ta propre paroisse, quoi. Et de façon générale, les éditeurs qui éditent un titre, c'est parce qu'ils ont à minima quand même un peu de confiance dedans et qu'ils ont envie de le défendre Bah, dans tous les cas. c'est parce qu'on aime le titre, sinon, enfin voilà, j'aime tous les titres que je fais. Après, si c'est pas pour le défendre ou en parler derrière, il y a aucun intérêt de sortir un bouquin. Hein. Je veux dire, c'est à ce moment-là, on fait du commercial, du commerce, et puis c'est tout. Il en faut. Il y a des titres qui sont plus commerciaux que d'autres, évidemment, mais c'est pas pour autant que moi je serais pas à même de défendre un titre qui a un potentiel ou qui en a moins. Ça n'a rien à voir. J'aime bien, au contraire, défendre les causes perdues avec des titres qui sont très difficiles à expliquer parce qu'ils ont une apparence visuelle qui peut être plus complexe ou alors un scénario qui est peut-être moins grand public. Et pour autant, dès l'instant où on se plonge dedans, on se dit mais je me suis pris une méga baffe en fait, c'était génial. Pourquoi j'y suis pas allé avant? Ouais. Donc, voilà. Alors, première question très générale que je pose un petit peu à toutes les personnes qui viennent dans cette série thématique de début d'année, c'est quel est ton bilan personnel sur Comics Initiative pour l'année 2023, sachant que toi, forcément, Comics Initiative a une structure et un fonctionnement assez particulier qui le place en parallèle, je dirais, d'éditeurs plus traditionnels qu'on a allé voir, parce que toi, tu fais toujours ce mode de fonctionnement où tu as des campagnes systématiques sur Ulule pour prévalider en fait la sortie des bouquins et les accompagner aussi avec des versions exclusives à cette plateforme. Donc toi, est-ce que forcément, même si tes bouquins se retrouvent en librairie à la Fnac et tout ça après, est-ce que tu as est-ce que tu as forcément un ressenti peut-être différent par rapport aux dynamiques de marché qui ont façonné 2023? Alors, il y a plusieurs Oui, il y a beaucoup de choses, ouais. de choses à dire dans ta question. Pour faire simple, je dirais pas que mon fonctionnement est différent, je dirais qu'il est peut-être plus moderne et plus proactif que d'autres. Aujourd'hui, par exemple, effectivement, chaque projet est présenté sur Ulule en préambule pour différentes raisons. Hein. C'est des projets qui peuvent être plus compliqués que d'autres, qui demandent en tout cas une implication et un développement plus long, en tout cas de présentation que ce que pourrait faire un commercial lambda en librairie, en présentation au libraire. Il y a des titres qui effectivement demandent aussi une mise en avant différente, ce genre de choses. Et puis ça permet aussi d'être cohérent dans le mode de fonctionnement ou les valeurs que je souhaite moi en tout cas conserver. Ça permet effectivement de voir si un titre a vocation à aller en librairie ensuite, s'il a un potentiel ou pas, s'il en a pas, bah qu'est-ce qu'on fait? Si la campagne ne marche pas, est-ce que je le fais? Bah non, je le ferai pas. Ce sera un crève-cœur, mais on aura été 3 ou 4 à y croire et pas plus, donc tant pis. Est-ce que ça vaut le coup, tu vois, on va dire de gâcher du papier, de l'énergie pour finalement avoir un résultat qui tient plus de l'égoïsme qu'autre chose. Ensuite, effectivement, il y a un côté où on va développer. Là, je finis sur le sujet préambule. Il y a un côté effectivement où ça permet aussi d'aller travailler des livres avec des contenus collector, que ce soit plus simplement avec une couverture variante, hein, comme on retrouve beaucoup on va dire
dans la culture comics, en fait, c'est un truc qu'on connaît depuis des années, mais ça a permis aussi, par exemple, selon les campagnes, de rajouter du contenu inédit avec des cahiers supplémentaires uniquement dans la version collector, des effets de fabrication, des tirages qui sont encore plus limités que limités, d'entrevoir en fait des choses réellement différentes selon le succès aussi, l'engouement que peut avoir une campagne. Moi, le but, c'est que quand on reçoit un bouquin de Comics Initiative, c'est qu'on en soit content. Après, je dis toujours, la lecture reste subjective, on aime ou on n'aime pas, mais ça, après, c'est le propre de chaque livre, de chaque découverte. Euh, donc ça, c'est en préambule effectivement sur Ulule. Ensuite, on trouvera les livres en librairie, mais pas partout. Ulule, ça va nous servir principalement aussi à asseoir un positionnement qui est le fait qu'on fait pas de pilon, que je refuse de commercer avec Amazon. Ce qui est un peu idiot en soi, hein, puisque clairement, selon les chiffres, on est entre allez, en gros, si on fait une grosse moyenne, on en a un livre sur deux est vendu sur Amazon. Donc globalement, j'ai un potentiel vente qui est déjà éliminé par deux. Parce que je pars d'un principe simple, c'est que déjà en présentant les livres sur Ulule, moi ensuite je pars du principe que je conseille le livre, je l'explique, je le présente, et c'est pas Amazon qui va faire ce boulot-là ensuite, ça va être les libraires. Et si les libraires apprécient le livre et souhaitent en parler, bah pour moi il y a pas mieux placé qu'eux. Donc c'est aussi pour ça que Amazon est une erreur puisqu'il défonce concrètement le système en place, le système en place des libraires. C'est peut-être s'emmerder pour rien, hein, clairement. Je devrais limite avoir qu'un interlocuteur qu'Amazon, mais c'est pas. Je trouve ça idiot en fait. Je trouve ça idiot. C'est pas intéressant. Puis d'un point de vue purement économique, Amazon a des contraintes très particulières où ils poussent plus loin le bouchon que d'autres par rapport à leur poids financier qui est beaucoup plus important. Ils jouent un rôle qui est désastreux d'un point de vue écosystème. Éco d'ailleurs dans tous les termes, hein, économique, écologique, mais bon, ça c'est autre chose. Ensuite, effectivement, comment ça se passe aujourd'hui? Moi, je suis ravi en fait je pense qu'il faut arrêter de déprimer sur le secteur parce que c'est un peu le lot de tout le monde. Bah oui, effectivement, je pense que quand on regarde un petit peu, alors j'allais dire. Il y a plus d'effet Walking Dead. Alors si, il y en a eu un qui est très bien, en plus Clémentine qui est très bien, qui a pas forcément fonctionné, je pense, autant que ce que Delcourt l'imaginait. Mais Ah, bah, justement, c'est marrant parce que bon, tu l'as pas entendu, mais j'ai fait un podcast avec Thierry Mornay qui sera en ligne à l'heure où, du coup, où ce podcast sera aussi mis en ligne, où ils en parlent et Thierry était tout à fait conscient que ça ferait pas le même carton que Walking Dead. Et après, ces chiffres sont quand même plutôt honorables pour du comics, vu ce qu'on connaît du marché, mais il savait dans quoi il se lançait avec le fait que c'est une autre autrice, que c'est pas Robert Kirkman, qu'il y a une pause de 4 ans de non-publication des titres et tout ça. Donc voilà. après, Walking Dead a tellement, je dirais, vampirisé les regards, nous a tous attiré le regard pendant des mois, des années, que on a aussi oublié le reste. On est habitué finalement à aller vers ce que j'appelle des grosses marques qui finalement vont dénaturer en partie on va dire les catalogues possibles de création. Que ce soit en comics, le nombre de titres indés qui finalement ne fonctionnent pas aussi bien que ce qui devrait fonctionner, selon les possibilités de chacun, selon la volonté aussi de chaque maison d'édition. C'est aussi des choses qui malheureusement restent aléatoires. C'est le milieu de l'édition. Il y a des titres qui sont des chefs-d'œuvre qui ne se vendent pas et des titres qui ne sont moyens et qui se vendent énormément. Ça, c'est le lot de tout le monde et dans le comics, on n'y échappe pas. Il y a des titres qui peuvent très bien être publiés via Marvel ou via DC, qui peuvent faire des ventes énormissimes et qui n'en sont pas moins très mauvais. Mais le fait d'avoir une marque fait que ça, entre guillemets, aseptise peut-être notre sens d'analyse et joue principalement sur un autre vecteur qui est la passion, le côté collection, etc. On y succombe tous plus ou moins à des moments. Hein. Il n'y a pas de jugement dans ce que je veux dire. Mais en tout cas là-dessus, je pense qu'il faut avancer en fait. C'est en étant positif, en étant source de propositions, qu'on va être capable de aussi montrer à des grandes surfaces culturelles, par exemple, que comme Cultura, des espaces Leclerc, les Fnac, que le comics c'est pas que du super-héros, que ça va bien au-delà, que des propositions qui sont peut-être inspirées du comics, que ce soit dans les formats, que ce soit dans la culture, peuvent très bien toucher des lecteurs, un lectorat en tout cas qui est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Et le meilleur exemple, ça reste un Walking Dead. Walking Dead, c'est vendu à un lectorat comics qui n'existe pas.
il y a des lecteurs de comics qui l'ont acheté et il y a un lectorat qui s'en fout que ce soit du comics. Hein. Clairement, il venait acheter une BD. Donc ce lectorat-là, c'est aussi celui à qui on doit parler. On doit aussi parler à celui qui fait du manga. Et aujourd'hui, c'est par le titre, par chaque titre entre guillemets, par chaque proposition, qui fait que on devrait en tout cas pouvoir élargir l'audience progressivement. On va reprendre un groupe français de métal. Le plus s'appelle le plus. Voilà, faut essayer de se rester sur cette veine positive. Les chiffres sont pas bons, les chiffres machin. Ouais, enfin c'est bien. Au bout d'un moment, faut pas qu'on se. Au bout d'un moment, à force de regarder dans le rétro, on n'avance pas. Enfin, tu vois, il y a un peu ce côté. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter une nouvelle proposition, un nouvel auteur, une nouvelle manière d'aborder un récit. Moi, j'entrevois ces choses-là de cette manière-là. Il y a des auteurs qui ont des propositions très différentes dans leur biographie. Ça va pas sortir parce que ça correspondra peut-être pas à la manière dont on les connaît aujourd'hui. Bah, pourquoi, au contraire, ne pas montrer que leur manière d'écrire, leur manière de dessiner, elle est pas pluriforme. En fait, c'est beaucoup plus intéressant de se dire que un artiste qui cartonne chez Marvel ou chez DC, il est peut-être capable de nous pondre un récit indé complètement fou, complètement passionnant et qui va complètement nous embarquer pour faire 3 fois complètement. Donc non, faut être positif là-dessus. Moi, ce que je vois effectivement, c'est que je reste aussi en termes de bilan sur une production qui est toujours à peu près du même ordre de nombre en termes de parution. Ça va être un peu plus d'une vingtaine. En gros, c'est 2 titres par mois minima. Ça fait du boulot, mais bon, il faut. Et ça, j'aime bien m'occuper. Et ça fait aussi que on va dire dans la sphère proprement comics, j'ai pas que du comics, j'ai de la BD, j'ai de la jeunesse, j'ai du manga aussi. Et cet élargissement-là, il est naturel. Ça vient de mes lectures aussi, ça vient de peut-être ma culture en général. Mais toute cette volonté-là, elle est aussi du fait de vouloir toujours proposer plus de diversité, plus de variété aussi, et d'aider les lecteurs à découvrir de nouveaux horizons vers lesquels ils n'auraient pas été à l'origine. Oui, puis c'est pour ça aussi qu'on voit que à chaque projet, tu t'es jamais, et ça de toute façon depuis le début, tu t'es jamais limité en fait à un format. Alors tu as des collections quand même, mais je veux dire un bouquin dans ta collection Maverick, ça va pas forcément ressembler à un autre bouquin de cette même collection. Et donc toi, tu dois vraiment à chaque fois ajuster ta proposition sur, je vais le faire en cartonné certes, mais de cette taille ou parfois pas, d'ailleurs parfois en souple. Comment tu réfléchis ça tout seul? Tu as quand même des gens aussi, peut-être sur la Fab ou d'autres qui t'aiguillent un peu sur ce qu'ils pensent être le meilleur format pour chaque type d'album? Non, ça j'y réfléchis en amont. Je vois aussi comment sont alors ça dépend si c'est de la créa ou de la trad, évidemment, si c'est de la puisque l'une des particularités aussi par rapport à d'autres confrères, c'est que effectivement moi je cultive la trad et des titres de traduction, d'achat de droits et de création, on va dire locale élargie, hein, puisque ça va jusqu'à la Suisse, donc c'est un peu plus large, voire même non. Il y aura d'autres choses après, mais bon, on en parlera peut-être, on verra. En tout cas, non, il y a cette volonté, en tout cas, de toujours offrir le format qui va le mieux, qui sert le mieux le livre, avec une réalité qui est toujours la même. Moi, je pars du principe qu'en création, dans le milieu BD, je sais pas si tu vois comment ça fonctionne, mais globalement, les auteurs travaillent sur un livre, ils connaissent le nombre de pages, ils envoient les fichiers et ils savent pas à quoi va ressembler le bouquin à la fin. Pour moi, c'est pas concevable en fait. Le livre, il est le fruit commun d'un travail entre un éditeur et les auteurs. S'ils ne savent même pas, ne serait-ce qu'en rêve, vers quoi on va essayer de tendre, c'est quand même complètement passer à côté de la mission première, qui est celle de servir un livre de la meilleure des manières. Donc là-dessus, moi, par exemple, pour la créa, j'échange toujours avec les auteurs. Je veux absolument qu'ils aient conscience tiens, on va partir sur tel papier. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ça va te servir. Ah, j'aurais vu plutôt autre chose. C'est le fruit d'un échange dans ces cas-là, le format aussi évidemment. Tous ces aspects-là, toutes les petites idées qu'ils veulent essayer, tester, on voit si c'est des choses qui sont réalisables. On a eu des idées complètement débiles, on les a pas forcément faites. Il y en a d'autres qu'on a faites. Bon, voilà, on a essayé.
Et de l'autre côté, en termes de traduction, c'est vrai qu'on arrive avec un format qui est existant, avec des fichiers de telle dimension, etc. Et mon but, c'est parfois de me dire aussi, est-ce que le format original est le plus justifié par rapport à telle ou telle œuvre? Et des fois, c'est pas le cas. Je me suis retrouvé, par exemple, avec un titre comme Windows on the World de Robert Mellor Anderson et John Sack, qui est publié aux États-Unis dans un format assez grand, du A4 en gros, pour faire simple, hein, et que j'ai présenté en France dans un format plus petit. Lorsque j'ai rencontré les auteurs, en fait, ils m'ont posé un peu naturellement la question, tiens, alors déjà le bouquin est plus épais alors qu'il y a le même nombre de pages. Alors certes, il y a un entretien en plus qui est pas dans la VO, mais ils comprenaient pas. Je fais bah ouais, non, moi mon papier est de meilleure qualité, plus épais. Voilà, je veux pas de transparence entre les pages, ce genre de choses. Et du coup, c'est Robert, le scénariste, me posait la question du format. Pourquoi tu as choisi ce format plus petit, en fait, plus petit, celui de la collection calligraphique? Tout simplement, en fait, par rapport à la lecture. Moi, je l'ai réfléchi d'une manière, en fait, très pratique en me disant que on n'est pas sur une lecture chapitrée comme on va l'avoir sur un comics publié via Image, Dark Horse, etc. Et du coup, on va se retrouver avec quelque chose qui permet à terme d'entrevoir la méthode, le fonctionnement de lecture de manière différente. Là, je disais toujours, un roman graphique, ça se savoure, on se positionne, on se met en quelque sorte dans un fauteuil, dans un canapé, dans le lit, et on veut être tout confort pour profiter au mieux de la lecture. Donc ça, ce choix du format, il a été pensé comme on peut le faire avec un bon roman. Et justement sur la partie acquisition de droits, on voit toujours que là aussi, hein, t'as pas changé forcément de direction, dans le sens que t'enchaînes, enfin tu alternes plutôt, on va dire, avec des titres de très grands auteurs déjà très connus, très installés, hein, comme Garth Ennis notamment, ou même Barry Windsor Smith pour cette année. Et je parle pas non plus des Hernandez avec Love and Rockets, et avec des trucs peut-être plus confidentiels, plus indés que tu vas chercher. T'as jamais de soucis en fait sur cette acquisition de droits avec des concurrents? C'est jamais la batteuse, que moi je pense notamment à Grizzly Shark de Ryan Otley ou à Orphan de James Tocco, qui, de mon point de vue, mais j'ai pas la science infuse, sont des méga artistes superstars en fait sur ce milieu de la BD américaine, et je me dis c'est presque curieux que il y a pas de plus grosses structures qui s'y sont intéressées ou qui l'aient fait avant toi en fait. C'est des cas assez, je pense, différents. Un Grizzly Shark, je pense, aurait pu être fait par Thierry chez Delcourt. Moi, je lui avais posé la question, hein, donc là-dessus, il y a pas de secret. Et derrière, en fait, plus le temps passe, plus on se dit mais c'est con, c'est toujours pas fait. Bon moi j'y vais, hein, je pose la question. Chez Image, on me dit ok, vas-y, fonce, pourquoi pas. Je fais ma proposition. Ryan Otley nous pose une ou deux questions, on va dire via Image, on répond et voilà, du tac au tac, ça se fait finalement très vite. Sur d'autres titres, il y a The Good Asian qui va sur lequel on va travailler pour 2024, qui lui, donc lui, je suis très très content de l'avoir, hein, forcément, puisque scénarisé notamment, et puis c'est un super bon bouquin, donc ça c'est cool. Mais l'acquisition de droits, elle est pas. En fait, ça va dépendre vraiment de plusieurs choix. Il y a ce que j'appelle le choix de la maison d'édition d'origine, des auteurs. Et certains titres, par exemple celui de Orphan de James Tocco, et moi j'adore vraiment ce que fait le bonhomme. Ça fait des années où moi par exemple je suis ravi d'avoir le Godzilla en VF, le Alien aussi. Je l'aurais fait plus grand, tu vois, si ça avait été moi. Mais putain, c'est cool, on l'a. Voilà, déjà ça c'est génial. Moi je veux retirer que le positif de ce qu'a fait Vestron, et ils ont réussi à le faire, à l'amener, et ça c'est génial. De l'autre côté, je pense que ce qui est un petit peu déstabilisant sur Orphan, c'est qu'on est sur une parution à la Stockway. C'est-à-dire que là, on a déjà l'album qui est prêt, il travaille sur la suite, et en même temps, il profite des effets d'aubaine qu'il peut avoir via une proposition pour faire une couve pour DC, etc. Bref, entre guillemets, faire un peu ce qu'il souhaite, au rythme qu'il le souhaite, c'est
pour moi, là, on est plus proche de l'auteur à proprement parler que d'un type qui vient juste prendre son chèque à la fin du mois pour bosser, tu vois, sur une chaîne de production. Il est pas dans cet état d'esprit-là. Il prend les boulots. Ok, il les accepte. Il prend son cash. Il est content. Ça permet de nourrir la famille, de faire ce qu'il veut. Mais derrière, quand il veut faire son titre, bah, il est sans concession. Par exemple, dès l'instant où j'ai posé la question à Dark Horse pour Orphan, il y avait 3 épisodes publiés qui ont été publiés chacun un mois après l'autre. Et c'est vrai que le 4e épisode, bah, il n'est pas arrivé tout de suite. Il a mis 3 mois à arriver parce que Stockway il voulait absolument prendre le temps de pas lâcher en termes de rendu, pas lâcher en termes de dynamisme. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas plus il n'y a pas plus intègre en termes de démarche que la sienne, et moi ça me convient totalement. Comme j'explique que de temps en temps à des lecteurs, c'est si le tome 2 arrive dans 6 mois, on sera ravi. S'il arrive dans 2 ans, on sera ravi. Il n'y a pas d'opposition. Je fais, qu'est-ce que vous préférez, qu'un album soit soigné et que quand il arrive, vous reprenez à nouveau une baffe, ou alors on attend 3 mois et on a un truc mal fagoté, limite il va faire appel à des auteurs pour faire des tie-ins à l'intérieur. Je pense qu'on sera tous déçus. Moi personnellement, je préfère la démarche de dire prends ton temps, ça va être génial, j'en suis sûr. Donc après que ça fasse l'équivalent d'un 2e tome ou de 3, ça va dépendre principalement de lui. Logiquement, on était sur une dizaine d'épisodes, c'est ce qui en tout cas est prévu à l'origine. Ça peut être 2 épisodes très longs vu les adversaires qu'il a et sa propension à nous exploser les rétines à coups de double page. Hein. Il me se faire plaisir. Moi, ça me va. On fera 2 ou 3 tomes selon, en tout cas, enfin 1 ou 2 tomes de plus selon lui en fait. Et j'espère pouvoir refaire du Stockway à l'avenir, évidemment. Oui, et puis il me semble que c'est un petit peu prévu si mes petites oreilles m'ont bien informé. Bah, en tout cas, moi, voilà, ça fait partie des trucs que j'aimerais pouvoir continuer. On verra. Je peux pas, voilà. Point de suspension. Pas de souci. Il y avait une autre question aussi par rapport à 2023, parce qu'il y a quand même eu aussi beaucoup de discussions sur les coûts de fabrication, l'augmentation des prix dans les maisons d'édition sur les prix des albums. Et je me rappelle que parce que moi j'essaie de suivre ça et d'informer au mieux le public. Quand j'ai fait mon article sur justement les codes prix pour voir si chez les éditeurs au SNU ils sont réévalués ou rehaussés ou pas. Toi, tu m'as fait une petite pique en disant oui. C'est une vanne. On n'a pas de code. On n'a pas de code prix. Enfin, c'est un truc qui est propre au SNE, Syndicat National des Éditeurs. C'est un petit cercle, hein, globalement, de gros groupes qui en font partie. Je pense pas que tu vois, on va prendre un exemple. On parlait de Laurent tout à l'heure. Delirium n'en fait pas partie. Ils sont notés dessus. D'autres aussi. Voilà, je vais pas aller regarder mes bouquins pour conforter ce que je dis, mais globalement, non. Après, là où je t'amène, c'était est-ce que je trouvais la réponse normale, hein, bien entendu, mais justement, vu qu'on n'a pas forcément d'indicateur de code prix, on peut pas savoir si, par exemple, je sais pas, s'il y a La Cité des Merveilles qui sort cette année aurait pas coûté moins cher 2 ans auparavant, puisqu'on n'a pas d'évaluation. Donc, est-ce que toi, en plus, vu que tu fabriques en France et que tu l'as toujours aussi défendu, est-ce que en interne, tu as quand même ressenti de nouveau des contractions sur les coûts de fab comme les autres? Est-ce que ça... En fait, les coûts de fab, franchement, c'est sur 2023, c'est pipeau. C'est pas vrai. Il y a eu une baisse de prix qui a eu lieu au mois de juin. Est-ce que pour autant les prix ont baissé chez les tenants et les possesseurs de code prix? Non. Le bouquin il coûte tel prix à fabriquer en janvier, je vois pas pourquoi en juillet il changerait de prix alors qu'il est déjà fabriqué. Tous ces paramètres là, personne n'y échappe. Le placement du prix au départ, c'est le fruit d'une étude de marché, d'une étude on va dire de ce qu'on va appeler un tableau d'amortissement, ce genre de choses, de prévisionnel, etc. Mais globalement, je vais te donner un exemple très simple. On a vendu plusieurs milliers d'exemplaires du tome 1 de Foxboy, 3e soupe. On s'est rendu compte, on va dire aux alentours de fin avril l'année dernière, que les stocks allaient arriver à 0 et que Laurent Lefebvre a beaucoup de salons, en tout cas avait des séances de dédicaces, que ce soit en librairie ou des salons à effectuer. Donc ça veut dire potentiellement du tome 1 ils auraient pas été servis, tout simplement. Les libraires en auraient pas eu, on aurait proposé du 2 et du 3, ce qui veut dire que pour les lecteurs qui veulent débuter la série, désolé, il y en a plus.
C'est problématique. On s'est posé la question de rééditer l'album. On l'a fait de manière assez simple, c'est-à-dire que globalement, le livre coûtait 22 euros début 2020. On l'a fait augmenter à 1 euro de plus pour finalement coller au côté de la collection où le tome 3 est à 23 euros. 1 euro de plus en l'espace de 3 ans et demi de différence de parution. Aujourd'hui, je pense que personne ne le fera aussi peu. On mettra 5, 6, 10 euros, 12 euros pour le même album. C'est une connerie. Au bout d'un moment, on n'a pas tous un portefeuille extensible. Quand là, en plus, on est dans un cas qui est de la réimpression, réédition. Certes, on a fait une nouvelle couve, on a aménagé les 2-3 coquilles qu'on a pu voir dedans. Enfin, on les a corrigées, quoi. Et, mais globalement, à un moment, si c'est repayer un même bouquin 15 euros de plus parce qu'on le réimprime alors qu'il a déjà été amorti sur plein de points, c'est pas au lecteur de payer les pots cassés là-dessus. Enfin, je trouve ça un peu abusé. Combien de titres sont multi-réédités dans tous les sens? Ok. Est-ce que quand, par exemple, je commence sur une série, je me dis, j'ai plusieurs albums à faire. On va prendre le cas de Love and Rocket. Je vais te donner un exemple. Je pars pour la publication d'une vie, celle des frères Hernandez. 40 ans de publication. Il y a plus en gros, il y aurait une quinzaine de tomes. L'intégrale, je l'ai débuté à 28 euros. Mon objectif, même s'il y a plus de pages sur certaines intégrales, est de rester à 28 euros sur ces albums-là. Pourquoi? Parce que je pars d'un principe qu'on est sur un positionnement prix qui est correct à l'origine et qui du coup doit pouvoir tenir et anticiper le prix de cette collection-là jusqu'au bout avec les mêmes paramètres. Oui, il y a des augmentations de coûts, on l'a subi tous. Au bout d'un moment, c'est aussi anticiper ces choses-là, ne pas avoir peur non plus de se retrouver avec une marge qui réduit, puisque de toute façon, le but, on sait comment fonctionne une série. Un tome 1 fonctionne à tel succès, le tome 2 va se vendre moins, le tome 3 encore moins. Le but, c'est effectivement d'être capable de se dire qu'on s'engage réellement sur le long terme auprès des lecteurs, que ce soit avec une zone de prix qui n'est pas déconnante, et surtout en disant, bah moi, quand je commence une série, mon but c'est d'aller au bout. Je trouve, enfin pour moi, c'est deux choses qui vont de pair. Donc après, oui, il y a des coûts qui augmentent, mais quand ça baisse, à contrario, là, je vais parler en tant que lecteur, on nous en fait pas profiter. Moi, le but, c'est toujours d'essayer d'avoir un juste milieu qui permet de toujours maintenir la parution en France, de pas avoir une édition qui devienne cheap d'un coup d'un seul, parce que bah oui, ça coûte moins cher effectivement de mettre un papier qui est 3-4 fois moins épais qu'une page comme telle je la publie aujourd'hui avec un papier qui va faire 115, 130, 140 grammes, peu importe. Effectivement, ça coûte moins cher de faire un papier comme un Urban Nomad, par exemple. C'est très bien par rapport à l'objectif qu'ils ont. Moi, je trouve que c'est voilà, très belle collection. En tout cas, pour l'objectif, ça remplit très bien son office. Mais c'est vrai que bah forcément, on n'a pas la même qualité qu'un bouquin qui en vaut 3 fois le prix. C'est logique. Mais en tout cas, ouais, le but, c'est le but par rapport à toutes ces hausses, c'est d'être capable de les encaisser, d'être capable aussi de se dire que si un titre marche plus ou moins bien, bah ça permet aussi, enfin pour moi c'est chaque titre doit avoir son équilibre, son écosystème et être capable de vivre l'un avec l'autre. Si à un moment il y a besoin d'un coup de main d'un autre titre sur un autre, bah on le fait. Mais faut travailler enfin pour moi faut aussi penser les choses autrement. On va pas imprimer 3000 bouquins si on a besoin de 1500, c'est idiot. Ouais, c'est ce que j'allais y venir, c'est que toi aussi dans ta façon de fonctionner, c'est voilà, tu es sur une économie où tu fais des tirages, alors je dirais pas uniques, mais où quand même tu ajustes vraiment à voilà la quantité que tu penses vouloir vendre, parce que tu ne fais pas de pilonnage, tu refuses de faire du pilon. Donc ça implique que parfois peut-être sur un titre, si tu as, je sais pas, par exemple 500 précommandes sur Ulule, que tu en fasses un tirage que à 800 ou 1000 max, et que après tu laisses vivre le titre jusqu'à ce qu'il s'en écoule et que tu le réédites pas forcément au moment où le dernier album sera vendu. Non, et puis par exemple, on se retrouve avec des bonnes surprises. Tiens, je parlais de Foxboy, on peut parler de Cody aussi. Cody, c'est un titre qui appelle une suite, voilà. Cody, c'est un titre de Jared Cullum. On parlait de La Cité des Merveilles, qui est sorti là il y a pas longtemps. Allez le voir, vous verrez, c'est chouette. Et mais là-dedans, on a c'est un titre qui a très bien fonctionné, qui continue de bien fonctionner. J'en suis ravi.
Et surtout, le côté qui est intéressant, c'est de se dire que je l'ai imprimé, je crois que c'était 4000 exemplaires la première impression par rapport aux besoins de mon distributeur. Donc j'ai ajusté, voilà, en gros, tu dis on a tel budget pour faire, est-ce que ça tient ou pas? Ouais, ça peut tenir, avec le retour librairie, machin, etc. Tu fais tes calculs. Tu le fais, le livre est même pas encore arrivé en librairie, que mon distributeur me dit, bon, c'est un peu planté, il m'en faut environ 2000 de plus. Ouais, enfin, t'es gentil, ça marche pas comme ça. Donc là, effectivement, on se retrouve avec des publications où quel est mon choix? Est-ce que je réédite tout de suite? Est-ce que j'attends? Je sais que en fait, la rupture au placement, par exemple, c'est quelque chose de très ironique aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je suis très content de voir qu'un titre que, par exemple, j'ai pu envoyer 1000, 1500, 2000 exemplaires, on va me dire, ouais, en fait, à la mise en place du titre en librairie, il y en a plus. C'est une très très bonne nouvelle. Sauf que concrètement, dans le système actuel de la distribution, des exemplaires placés, ça ne veut pas dire que ce sont des exemplaires vendus. Et selon les configurations liées à, on va dire, aux entreprises de distribution, certains livres peuvent revenir 2 ans après. C'est énormissime. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réédite tout de suite, je réimprime tout de suite, je lance, on va activer les rotatives, ou alors on s'est temporisé un petit peu en se disant, est-ce que dans 2-3 semaines, on va déjà avoir des premiers retours qui vont être effectués ou pas? Et c'est une première tendance qui va pouvoir me permettre de me dire, on va attendre. On va attendre. De toute façon, des libraires vont pas garder le bouquin. Ils en ont pris 30 alors qu'ils ont un potentiel de 2 livres. Les 28, ils vont venir et ils vont servir les libraires qui sont en attente ou les besoins. Donc, en fait, pour moi, ça passe aussi sur une rationalisation des demandes des libraires, des distributeurs qui ont tendance. Enfin, on a une industrie économique qui est extrêmement pernicieuse. Globalement, les seuls gagnants sont les entreprises de distribution et de diffusion, qui sont souvent des groupes qui en plus appartiennent à des gros groupes éditoriaux. Donc, entre guillemets, on mange à tous les râteliers. Mais bon, c'est ça le grand, ouais, le grand problème dans le milieu actuel, c'est qu'effectivement des éditeurs, enfin des groupes, en fait, ont un intérêt à surproduire, puisque en fait, vu qu'il y a des coûts en fait à l'aller puis au retour, en fait, eux gagnent quand même de l'argent, même si les bouquins ne se vendent pas. C'est le truc assez vicieux, je trouve, un petit peu dans ce grand système-là. C'est pas un peu, c'est complètement vicieux. C'est-à-dire que tu te retrouves dans ces cas-là, à produire des albums en te disant j'ai un budget de temps pour avoir telle place dans une librairie telle semaine, que ça se vende, super, que ça se vende pas, c'est pas grave. De toute façon, je gagne des sous avec les allers-retours qui sont faits en librairie. Au final, les seuls qui vont finir par perdre, en premier lieu, enfin, pour moi, celui qui va perdre, c'est le libraire, puisque de toute façon, il va des fois prendre trop de livres par rapport réellement à sa clientèle, ou alors pas assez, mais bon, ça veut dire qu'il a sous-estimé un potentiel, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, lui va déjà perdre parce qu'effectivement, il va finalement faire confiance à un distributeur, puis finalement se dire ah mince, j'en ai peut-être trop pris, il faut que je les renvoie parce qu'en fait, le jeu de la trésorerie, il est fait surtout du côté du libraire, puisque lui, quand il commande, il doit payer à telle date, 30 jours, fin de mois par exemple, et puis ensuite renvoyer les bouquins, le remboursement, le retour ne s'active pas tout de suite. Des fois, ça prend 3 mois. J'espère pas plus pour eux, en tout cas. Ensuite, on va avoir forcément l'éditeur qui lui aussi va jouer du placement et des retours, puisqu'un placement, ça va être un apport de sous qui va être effectué 3 mois lui aussi encore après, puis après les retours vont diminuer ça. Et a fortiori, le plus sensible là-dessus, ça va être l'auteur, puisque l'auteur, du coup, va se retrouver à absorber finalement les allers-retours du marché, que ce soit du libraire, mais aussi financier de l'éditeur, et se retrouver finalement embarqué dans une rémunération qui va à chaque fois être de plus en plus basse. Donc tout ça, c'est un système qui fait que, en fait, il n'y a pas de gagnant. Enfin, si, il y a un gagnant, c'est foncièrement ces grosses boîtes de diffusion-distribution. Et a fortiori, les groupes comme Média Participation ou Delsol, Delcourt, pardon, ont compris que c'était une des manières d'absorber finalement les risques qu'ils prenaient d'un point de vue éditorial. Alors après, il y en a d'autres. Il y a des groupes qui vont acheter leur stock de papier, comme ça permet de diminuer encore un peu plus l'impact de l'impression.
Il y a des gros groupes qui font ça, qui achètent leur papier pour l'année, c'est des stocks gigantesques, etc. Comme ça permet aussi de faire monter le prix du papier, soit dit en passant. Sympa pour les autres, merci. Surtout en temps de pénurie, ouais, quand il y avait la pénurie, j'imagine que c'est... Oui, oui, et en même temps, ils le font depuis des années. Tout comme le Python en système économique, c'est une méthode qui est, on va dire, institutionnalisée pour beaucoup d'éditeurs. On imprime 3 fois plus de bouquins pour avoir une économie d'échelle. On dégomme la moitié à la sortie de la rotative. Puis ça arrive en librairie, on sait que la moitié va être dégommée, on dégomme tout de suite. Au final, on se retrouve avec un gâchis gigantesque. Tout ça, c'est un fonctionnement institutionnalisé depuis des années. C'est comme ça. Moi, j'ai pas envie de travailler comme ça. Ça m'intéresse pas, ça me plaît pas. On va dire, je suis peut-être Don Quichotte là-dedans, je m'en fous. Mais il y a ce côté, il y a ce côté où au bout d'un moment, faut aussi savoir se dire que un livre, s'il n'est pas surproduit, il peut toujours être trouvable. Qu'après, il peut avoir une deuxième vie aussi. Le marché de l'occasion, ça existe aussi. Il peut être prêté aussi. On peut prêter ses livres. Bref, en tout cas, moi, mon but, je t'interromps, mais tu sais si tu as des bibliothèques aussi qui prennent vos bouquins? Ouais, bien sûr, il y a des médiathèques qui suivent. Ça, c'est grâce aussi au boulot des libraires. C'est les libraires qui les conseillent aussi. Moi, je suis ravi, par exemple, de voir qu'il y a des expos qui se montent autour de certains bouquins. On a eu des bibliothèques qui ont fait tourner une exposition, sur les super-héros et Foxboy qu'a créé Laurent, sur Refuge, sur Envie aussi. On en a une qui, là, actuellement, a lieu sur Paria. Donc en fait, il y a plein de petites choses comme ça où on voit que les titres sont amenés à être partagés, diffusés aussi auprès de ces réseaux-là qui sont, en tout cas, de bons moyens de lire. On oublie, mais un bon fond, j'ai bien géré en termes de bibliothèque, c'est de la lecture qu'on peut retrouver facilement, et pas que en BD. Il y a pas que Torgal ou j'en sais rien moi. Achille Talon qu'on peut retrouver là-bas, au contraire. Il y avait un point quand même particulier sur lequel, alors c'est vraiment un cas vraiment très particulier, c'est sur le Colder, et je crois que je t'en avais déjà parlé de toute façon quand on s'était vu en festival. Donc l'omnibus de Colder, où je m'étais quand même dit, notamment par rapport à ta politique tarifaire, que si tu n'avais pas le sentiment qu'avec un prix de vente à 45 €, tu n'avais pas franchi le seuil psychologique des 40. Et je sais pas si tu as perçu ça de ton côté ou pas. Non, en fait, faut aussi se poser la question de quel est le positionnement du prix par rapport à un nombre de pages. Par exemple, là, tu as certains omnibus qui sortent, ça fait 400 pages, on les vend 50 balles chez Panini. On est un peu habitué à cet exercice-là. On a eu des prix un petit peu des fois surévalués, etc. Sur Colder, je dirais toujours, oui, effectivement, j'aurais même pu le proposer. Je vais à l'opposé, tu vois, dans la réflexion qu'on avait évoquée. Je peux très bien le proposer à 10 €. C'est pas pour autant que le potentiel de vente aurait été démultiplié de manière parallèle, similaire. Oui, d'une certaine façon. Pour ceux qui réfléchissent en termes de rapport prix-page, je pense que ça leur aurait parlé sûrement. Mais... Ouais, mais le rapport prix-page, il est complètement. En fait, c'est pour moi. Moi, je déteste cet argument personnellement. Les gens savent, je crois, mais voilà. En fait, on peut le démonter sur plein d'aspects, mais pour moi, c'est une fausse. C'est ce que j'appelle, c'est une fausse bonne idée, en se disant, est-ce que je me fais avoir par rapport à un nombre de pages? Oh, ouais, admettons. Qu'est-ce qu'on pense de la BD franco-belge? Ah ouais, mais ils ont moins de pages et le prix, machin. Oui, mais globalement, une page franco-belge, on va parler en nombre de cases après. Ouais, c'est ça, c'est trop bizarre. Très différentes. Le format. Il y a plein de choses qui font que globalement, c'est pas une grille d'analyse inutile ou idiote. C'est juste que pour moi, elle n'est pas forcément un critère indispensable. En tout cas, c'est pas un vrai critère. Profondément valable en fait. Il y a des cas un petit peu pour tout. Sur Colder, par exemple, le fait d'être à 45 €, effectivement, moi j'aurais préféré le faire à 40 €. On n'a pas fait un gros tirage sur Colder, mais moi je suis ravi aujourd'hui de voir qu'il est quasiment, il m'en reste pas beaucoup, clairement. On est quoi, un peu moins d'un an après sa commercialisation. Je trouve ça déjà d'une très cool de voir que un titre de genre sublimissime graphiquement dans le style trouve son public. Moi ça me fait plaisir, ça me réconforte un petit peu aussi, et puis de se dire que globalement dedans on a 3 albums, et je me dis toujours, je fais Colder, c'est 3 TPB, tu les vends avec une pagination qui font 120, 130, 140
pages peut-être par tome. Aujourd'hui, ça se vend combien? 18, 20 balles? Ouais, 18, ce serait le prix moyen, je dirais, enfin médian. Donc là, après, je fais 18 fois 3, hop, et on n'en parle plus. Mais ça, c'est pas pour me défausser que je dis ça. Je fais là-dessus, pour moi, on est quasiment sur ce que j'appelle l'intégrale complète de la série, d'une série qui est jamais publiée, qu'on va pas surproduire non plus, qui, par exemple, n'arrivera jamais, en tout cas, je l'imagine très mal, arriver sur une collection petit prix, ce genre de choses, c'est pas Ah oui, possible. non, non. Là, non. Et là-dessus, La Ménagerie Insolite, par exemple, est un livre qui coûte 60 euros. Il est Mais qui est gigantesque, ouais, il est gigantesque celui-là. Il est aussi, en termes de dimension, c'est aussi grand que l'Artbook de Laurent, que Ouais. l'Artbook de Love and Rockets aussi, mais aussi que le Kirby Enemy. Cette question en fait, il y a une vraie question de format, de, de tirage. Est-ce que c'est un tirage qu'on va réimprimer? Est-ce que c'est un tirage unique? Et c'est vrai que Colder, en le plaçant dans la collection qu'on avait appelée Titan, Titan en fait c'est du one shot, comme Johnny Red l'a été par exemple, comme les Battlefields, Johnny Red et Battlefields de Garfénis, comme les Chroniques de Wormwood. C'est des titres où globalement on fait un tirage et faut être là en temps et en heure. Désolé si vous l'avez raté. N'est pas me le réclamer, j'en ai plus. Voyez après auprès de potes s'ils peuvent vous le prêter. Trouvez-le sur placedeslibraires.com par exemple. Il y en a peut-être qui l'ont encore en stock. Mais voilà. Donc en gros globalement ça va dépendre aussi du profil économique. Colder ça coûte cher à imprimer. Beaucoup de pages. La méthode pour le passer à 40 euros, globalement, elle aurait été simple, c'est réduire la qualité physique intrinsèque du livre, diminuer un petit peu la rigidité du carton, virer par exemple tout ce qui va être certains aspects de reliure. C'est jouer de l'économie comme le feront probablement d'autres ou le font même déjà certaines fois certains autres. Moi, ça m'intéresse pas forcément de me dire est-ce qu'à 5 euros près, là on est à 5 euros, tu m'aurais dit 10, 15 euros, j'aurais dit oui, effectivement. Là, on n'est pas sur grand chose. Et en plus, en termes d'équilibre, 3 albums, tu vois, je refais le calcul, c'est pas foncièrement déconnant. C'est un investissement. Par contre, je suis complètement d'accord. C'est là où je suis ravi de voir que, en tout cas, moi, j'ai toujours eu des retours positifs dessus. Même s'il y a une chanson de Camaro dedans, imposée par le traducteur. Le vil traducteur, ouais. Ouais, bon, chacun ses goûts. Non, blague à part. Non, en tout cas, moi, je suis content des retours du bouquin. On me l'a pas forcément beaucoup dit, mais c'est vrai que sur le côté réflexion, j'essaye aussi de cadenasser. J'essaye toujours de mettre les prix dans la fourchette basse, en fait, les bouquins. Et c'est vrai que, globalement, quand je dis on n'a pas augmenté nos prix, non, on n'a pas augmenté nos prix. J'essaie toujours. Alors, on est peut-être parti de plus haut que certains, on va peut-être me dire, mais quand je vois que Foxboy, même le tome 2 ou un des 3 tomes est à 22 ou 23 euros, globalement, on est dans un format de luxe aujourd'hui chez Panini ou chez Urban ou chez Delcourt. On est sur le grand format, on a du papier de quali, c'est fabriqué en France, c'est de la créa. Concrètement, on est, j'ai envie de dire, mieux disant, mieux donnant aujourd'hui que sur d'autres, mais c'est un parti pris aussi. Je préfère me dire, je vais me casser le cul pour faire des bouquins où les gens seront un peu plus contents ou seront contents. En tout cas, ils n'auront pas le sentiment d'être floués sur un aspect du livre. Oui, puis de toute façon, c'est aussi le lot de quand tu passes sur Ulule d'avoir des prix qui sont généralement un peu plus élevés par rapport à des standards livrés. C'est pas forcément Pas tout le forcément. contraire, je veux dire que c'est pas déconnant dans le sens aussi où t'es forcément t'es sur des tirages plus petits, tu es dans un circuit où tu seras pas présent forcément dans toutes les librairies non plus et t'es pas un grand groupe, quoi. Tu fais pas des tirages de la même dimension, donc forcément tes coûts Je de reste production sont différents. Je suis 100% indépendant, hein, clairement. Il n'y a pas de surprise. Hein, j'ai pas effectivement de groupe, de je sais pas quoi, de mécènes cachés. Non, il n'y a pas de ça. Et puis sur les prix via Ulule, il y a une chose sur laquelle j'essaye toujours de travailler cet aspect-là pour que les soutiens soient jamais floués.
soit avec d'emblée des bonus offerts, soit même, par exemple, pour ceux qui s'en fichent des bonus, me dire, moi, je veux juste le bouquin, je vais peut-être le recevoir un mois avant, finalement, l'arrivée en librairie, parce que c'est pas forcément les mêmes paramètres de temporalité. Mais du coup, j'ai déjà le bouquin en avance. Bah, moi, généralement, j'essaye aussi d'intégrer le surcoût qui va être l'emballage, le frais de port, ce genre de choses. J'essaie toujours, entre guillemets, de faire des efforts dans le sens des lecteurs. Euh, avant moi-même, mais bon, ça c'est autre chose. Mais non, l'idée c'est que une campagne, on puisse y trouver un petit peu ce qu'on veut, comme dans un restaurant en fait. On choisit un petit peu son plat, son menu, son dessert. J'ai pas envie de dessert, je prends pas. Ah c'est cool, t'as vu qu'il faisait un plat emporté avec un autre album, ben, on le prend, on le prend pas. Enfin, c'est offrir un choix, une liberté qu'on retrouvera pas forcément autrement. Et alors, du côté justement de la création, tu arrives à gérer tous les projets maintenant qui sont en cours chez vous, parce qu'il y en a quand même un sacré lot, quoi, parce que tu continues des séries au long cours, bah, donc comme le Foxboy, dont on attend impatiemment le Fox and Paul, aka le tome 4. Ah, est-ce que je cache est-ce que je gâche ton optimisme? Ah, est-ce que tu veux, en fait, bah, je peux te donner une info dessus, puisque Oui. on en parle déjà avec Laurent depuis un moment. Euh, Aujourd'hui, Laurent va directement transformer réellement ce qui était Fox et Paul, Ouais, en tome 4, ouais, c'est ça? messieurs, et ce Je sera l'ai- donc au tome 4, Hmm. qui devrait arriver, on va dire, bientôt, on espère, en tout Incessamment sous peu, ouais. incessamment. Le sous peu, voilà, on va quand même. C'est moi, je suis patient hein, en général. Mais c'est vrai qu'on est parti à l'origine un Fox et Paul qui était presque un album qui était vu comme une distraction, un truc qui devait être Un exécuté spin-off, ouais. comme quelque chose qui finalement a été complètement dérouté scénaristiquement par l'ambition auquel voulait donner Laurent à ses personnages, à son univers. Et là-dessus, on se retrouve avec un livre qui, lorsqu'il a commencé à me raconter l'histoire quelques mois après qu'il ait terminé le tome 3, je lui ai dit, tu me parles pas de Fox et Paul, là, Laurent, tu me parles de Foxboy. Il fait, bah, c'est le problème. Il fait, pour moi, j'arrive pas à le séparer, ce truc-là. Et plutôt que d'offrir un tome, on va dire, qui serait presque que du clin d'œil, etc., il y en aura, forcément. Laurent, il multiplie ce genre de choses. Mais voilà, Foxboy 4, sous-titre, les aventures de Fox et Paul, on va finaliser le titre. Mais oui, en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver en 2024. Donc là, oui, en tout cas, on pourra dire, oui, c'est Fox 4, en fait, direct. Ouais. Après, ma question, c'était vraiment sur la façon dont tu arrivais à pas trop peut-être te perdre, puisque tu as les séries qui continuent, donc comme Foxboy, comme Paria, et puis tu as aussi des nouveautés qui arrivent, hein, avec des nouvelles créas. Bah, cette année, on avait vu L'Enfant démon, par exemple, Le Corberan, ouais. de Corbéran. Il va y avoir un nouveau titre, tiens, T'as Abyss aussi, tu vois, que j'avais noté, qui m'avait beaucoup plu, alors qui est pas dans un autre registre aussi, ouais, très très différent. différent, ouais. Mais voilà, t'as quand même pas mal de créations aussi qui se rajoutent petit à petit, donc faut garder l'esprit clair. Bah, en gros, j'ai compté, je me suis amusé à compter ça l'autre fois, mais en gros, on a déjà, sans compter ceux qui sont amenés à sortir, mais globalement, on a au moins une vingtaine d'albums déjà liés à de la création. Donc c'est, je trouve un chiffre qui est plutôt intéressant en 7 ans, sachant que les 2, 3 premières années étaient assez restreintes en parution. Euh, Bah, pour moi, la création, ça fait partie de la vie d'une maison d'édition. Donc, oui, c'est des fois compliqué. Il y a des titres qui avancent plus ou moins vite en termes de création, d'autres qui vont à fond les ballons et pas de problème, et d'autres qui, au contraire, prennent du temps. Ça, c'est le côté artistique, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est que c'est permettre aussi de donner toute l'ambition à des récits que vont imaginer des auteurs ou des autrices, c'est vraiment aller à fond dans le truc. Moi, je vous limiterai pas d'un certain aspect. Faut qu'on ait le meilleur bouquin. Et si des fois, ça veut dire, on a prévu X nombre de pages et qu'on se retrouve finalement à en rajouter 5, 6, c'était pas prévu et que ça veut dire dépenser des sous dans un cahier supplémentaire, bah, ok, c'est pas grave. Je le prends pas mal, je vais pas pleurer, je vais pas taper des pieds et des mains en disant on laisse ces pages-là. Non, je veux dire ok, on les met et puis on se débrouille. Voilà, c'est tout. Je vais me débrouiller pour que ça tienne et puis c'est tout. On va faire au mieux
et tout en conservant l'ambition qu'on voulait donner au projet. Oui, il y a de plus en plus de projets de créa, il y en a plein. Tiens, il y en a un qui, je sais que tu avais plutôt apprécié Seul l'ombre. On a un nouveau projet avec la même team qui Ouais. s'appellera Psycho Inferno, tu vois. Et ça, c'est un truc où globalement, on était sur une anthologie horrifique, de récits d'horreur, en tout cas d'ambiance sur le premier avec Seul l'ombre. Là, on part sur un one-shot complet, mais sur un truc complètement barjot qui, en tout cas, dont on va montrer des premières choses bientôt. Donc ça, c'est cool. Et, ça marche aussi du fait que je pense que l'expérience plaît, enfin en tout cas l'expérience Comics Initiative plaît aux auteurs qui ont envie de remettre le couvert. Donc s'ils ont envie de remettre le couvert et que le récit me plaît aussi, pourquoi ne pas le refaire, ne pas le faire, ne pas continuer on va dire le parcours ensemble. Il y en a plein qui sont dans les tuyaux et qui vont prendre du temps. Là, on parle de créa en France. Il y a des créas aussi. Il y en a une qui va prendre du temps, mais en tout cas sur lequel on bosse pour au niveau monde. Euh, donc ça va être plutôt intéressant. C'est du boulot, c'est un autre type de boulot, c'est un autre type de gestion. Euh, Comme tu le sais et comme le savent, ne le savaient peut-être pas encore les auditeurs et auditrices, c'est que je parle beaucoup, donc forcément les conversations avec les auteurs et les autrices sont toujours très longues. Mais, mais ça fait partie aussi des choses. C'est pousser la création jusqu'au moindre petit détail. Tu vois, on parlait de Seul l'ombre. Seul l'ombre, moi, je suis ravi d'avoir collaboré avec soit Rurik, Corbéran ou Pascal. Lorsqu'on était dans la dernière passe du bouquin, ça m'a pas empêché de dire à un moment, hey les gars, ça marche pas. C'est compliqué quand tu vois Corbéran qui a plus de 400 BD déjà écrites, c'est un monstre. Hein. Mm. Rurik qui fait tellement plein de choses, qui a écrit plein de scénars, plein d'articles, plein de trucs et tout. Pascal, c'est pas son premier bouquin aussi, même si c'est son premier bouquin à plus grande échelle. Là-dessus, quand je leur ai dit, je leur dis pas pour les embêter. Je leur dis en justifiant, en disant, regardez, on a mis en place un gimmick. Ce gimmick-là, là, il va tomber comme un soufflé. Et l'effet que vous avez voulu mettre, et ben du coup, on rate. Est-ce qu'on pourrait pas, et là, c'est le rôle pour moi d'un éditeur, c'est suggérer des possibilités, et après, ben, ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'on va dans le même sens, c'est d'avoir le meilleur bouquin possible. Et moi, je suis ravi d'avoir un Corbéran qui me dit, t'as raison. On va retravailler ça. Honnêtement, ça a été une demi-journée de boulot. J'ai pas saccagé une histoire complète. C'est pas mon rôle. Je suis pas auteur. Je vais pas me prétendre auteur et à ce moment-là m'immiscer dans la création. Non, je les suggère comme un lecteur. En tout cas, comme le caractère primo-lecteur que je peux avoir. Donc ouais, c'est compliqué. Il y en a qui sont plus ou moins, on va dire, à l'écoute de propositions, de choses. C'est normal. C'est l'œuvre de tout un chacun. Pour moi, il est hors de question de trahir l'œuvre originale, tu vois, ce genre de choses. Non, le but c'est d'avoir un bouquin qui plaît, voilà, qui plaît, qui nous plaît ensemble. Voilà. De toute façon, Ok. sinon, Et ben, en ouverture, de toute façon, pour aller de l'avant, qu'est-ce que tu peux un peu, comment tu envisages 2024? J'imagine que la recette Comics Initiative se maintient donc avec une alternance d'acquisition de titres étrangers et donc une partie création. C'est comme ça que tu envisages 2024. oui, alors oui. J'ai fait une réponse. Oui. Allez, ça... Bonne journée. Oui, évidemment, mais en fait, ce que je le vois comme je pense que tu vois, quand je parlais tout à l'heure du côté un peu déprime, je pense que beaucoup vont se mettre en mode ralentissement de publication, ce genre de choses. Oui. Voilà, merci. Et je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Alors après, chacun a sa situation, chacun a ses problématiques là-dessus. Je pense que voilà, hein, tout se vaut, tout s'entend, tout s'écoute. Moi, j'ai presque envie de dire, je suis pas un gros groupe. Je propose, les gens prennent ou prennent pas les livres, ça, voilà. Euh, il y a des propositions qui sont faites, il y a des séries qui sont à suivre. Il y a un petit peu de tout, que ce soit en créa ou en trad. Moi, je dis toujours, enfin, je lis.
quand je suis né, on diagnostiquait pas tout ce qui était hyperactif. Je pense que je le suis en fait, euh, à la force des choses. Et du coup, moi, je sais pas faire autrement. C'est-à-dire que je réfléchis toujours à quel titre pourrait euh, toucher quelqu'un, ne serait-ce que par sa thématique, nous éclater et nous faire marrer de manière aussi idiote qu'un Grizzly Shark. Pour moi, en fait, comment je dirais, on est fait de tout ça et globalement, moi, mes propositions chaque mois sont différentes aussi par rapport à ça. On n'a pas tous les jours envie de lire la même chose. On peut très bien s'amuser, on peut très bien se prendre au sérieux à des moments. Et tout ça fait que bah, forcément, j'ai plein d'idées, plein d'envies. Il y a des choses vers lesquelles aujourd'hui, par exemple en achat de droit, je n'y vais pas tout de suite, je n'y vais pas immédiatement parce que je me dis, si je mets tout bout à bout, je peux très bien avoir 3 ans de parution en programme et c'est pas entre guillemets pour moi quelque chose d'envisageable de me mettre des choses au frigo. C'est pour moi chaque titre a sa temporalité, chaque titre a son moment clé. Des fois il y a peut-être des titres que je sors trop tôt, des fois peut-être pas dans le bon format, ça arrive, tu vois c'est comme ça. Mais 2024, moi je le vois comme j'espère en tout cas le voir comme je passe la seconde entre guillemets. J'ai envie de dire. D'un point de vue ambition, il y a des titres en création qui sont toujours plus ambitieux, il y a des titres en traduction qui sont toujours plus ambitieux, y compris même par exemple sur des séries en cours. On va prendre Love and Rockets qui du coup continuera sa publication en intégrale, etc. Mais là, on travaille sur des intégrales qui existent même pas aux États-Unis. Ça, c'est pas de la création, tu vois, mais c'est du temps passé comme on va le faire en temps en création, etc. Mais c'est presque l'éclate de se dire qu'on fait le boulot de l'éditeur américain qui du coup sera très content de se dire bah tiens c'est con ils ont fait mon boulot, bah maintenant on va reprendre et on va mettre la VO dedans, tu vois, ça va très bien fonctionner. Là-dessus, je pars du principe qu'il faut pas attendre. On verra bien de quoi sera fait demain et avançons en fait, avançons. Il y a plein de choses, plein de sujets à évoquer, que ce soit sur des sujets compliqués ou au contraire des sujets très légers. On peut très bien s'éclater dans une série de fantasy ou une série sérieuse. Pour moi, voilà, il y a plein de choses à faire. Et si je l'ai fait, c'est parce que ça correspond aussi à ce que j'aime et ce que je lis et ce que je veux absolument faire, c'est toujours lire des choses nouvelles, des sujets différents. Et je pense que ça fonctionne aussi comme ça, on va dire l'envie de culture en fait. C'est toujours essayer de chercher des choses, de se mettre un petit peu des fois en danger en disant ça, je l'aurais jamais lu. Bah, c'était pas mal en fait. Ouais, j'avoue. C'est un peu mon leitmotiv, tu vois. Donc ouais, j'espère. Je veux pas dire doubler le nombre de parutions, je pourrais pas, pas là, mais en tout cas, moi, je pars bien sur encore 25 parutions cette année, en tout cas de prime abord, ouais, au Ok. moins. Et puis on a Évidemment, entendu, j'ajuste. oui, oui, forcément, ouais. Puis on a entendu un petit peu avant, donc la prochaine vague des intégrales de Van Rockets, un Foxboy 4 par exemple, Psycho Inferno qui sera une nouvelle création. Codido aussi, je crois que de toute façon, en plus, on a déjà parlé publiquement. Est-ce que tu as envie de teaser un projet en particulier avant de se quitter, qui te fait vraiment plaisir? Ah bah, il y en a un qui me fait plaisir, mais tu sais lequel, lequel c'est Kings of Nowhere. Kings of Nowhere de Sorouche, moi, qu'on appelle Coterie Inc. Sur les réseaux, qui est une série qui compte maintenant 3 tomes, hein, qui est une série, moi, qui m'éclate. Voilà, graphiquement, je trouve ça génial, c'est ultra dynamique. Quand on en avait parlé il y a quelques semaines avec Arnaud, je lui avais dit, je pense que c'était un titre qui n'était pas foncièrement, qui n'aurait pas dû atterrir chez moi. Non pas que moi je le voulais pas, mais je pense qu'il aurait été destiné à une autre structure qui travaille plutôt ce genre de parution habituellement. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. The Good Asian, c'est exactement le même genre de titre. Au bout d'un moment, ça me fait plaisir de les éditer. Ça montre aussi que les éditeurs, en l'occurrence, me font confiance. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis ça permet aussi d'avoir entre guillemets une sorte d'ambition, de volonté plutôt qui se fait grandissante de proposer toujours des choses que on aurait peut-être découvert longtemps chez d'autres ou
pas du tout, avec des titres annulés, tu vois, des choses comme ça. Par exemple, tu vois, il y a je regarde un petit peu comme ça de ce qui va arriver. Il va y avoir un Bernie Wrightson. Je suis très content de faire du Bernie Wrightson. C'est mes lectures, voilà, des lectures plus jeunes. Et voilà, ça c'est inédit. Enfin, il y a pas mal de choses. En fait, c'est comme je le disais, comme je suis assez varié dans mes lectures, il y a forcément des propositions qui sont très diversifiées. Et on va s'éclater, par exemple, avec Ménage à trois, qui est une comédie. Façon Lovina, Friends, et un petit peu comme ça, mais et Archie aussi, Archie Comics, qui est fait par Gisèle Lagacé, qui est une autrice québécoise, qui est publiée aux États-Unis, prix du meilleur webcomics à l'origine, puisque ça avait été prépublié en ligne pendant des années, et du coup elle nous fait confiance pour sortir la série en France, donc ça c'est assez cool. Va y avoir en création, il y a les titres qui vont arriver cette année, qui sont attendus, comme le Dessous, comme le Abyss aussi, ça c'est cool. Le Fox Boycat, évidemment, j'en parle pas puisqu'on en parlera encore mieux. Il y a des titres de création, notamment, je pense à Jocelyn Billard qui a terminé les Contes de Givre, mais qui n'en avait pas pour autant fini avec son univers. Avec cet univers, oui. Et du coup, là, on travaille sur un autre titre qui n'a rien à voir avec son univers et qui parlera d'animaux, mais qui parlera d'animaux, des petits rongeurs que personne n'aime. Ça va être assez cool avec un scénariste. Voilà, on en parlera en temps et en heure, mais en tout cas, ça va être assez cool. On peut en parler. On travaille avec un grand scénariste américain qui vit aux États-Unis encore, qui est Garfénis, pour produire un titre inédit. Ça va être un titre de créa pour Comics Initiative. Donc ça c'est plutôt cool. Tant que ça sort pas, j'y crois pas, mais voilà, ça va le faire. Donc t'es quand même en train de dire que vous travaillez à une créa avec Garcenis. Ouais. Mais ça donc ouais, j'ai envie d'être joyeux, j'ai envie d'être content en me disant c'est un truc que j'imaginais même pas moi il y a quelques mois. Donc ça va prendre le temps, mais en tout cas voilà, on avance. J'ai le scénario complet, donc ça c'est assez cool. Donc voilà, on va voir si on le garde. Ça va beaucoup dépendre aussi de la manière dont on le fait. Est-ce qu'on le fait en 2 tomes, en un gros pavé? Il y a plein de réflexions. Voilà, donc on pourra le proposer en avance pour les Américains en anglais. Enfin, tu vois, je pense que ça va être, enfin, les anglophones, hein, parce qu'il n'y a pas que les Américains qui disent Garfénis, évidemment. Mais ça vaut le coup d'être ambitieux. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être motivé, en tout cas. Voilà, c'est ce que je vois. C'est pas moi qui est enfin voilà, c'est une sollicitation qui s'est plutôt faite dans le sens inverse. C'est cool. Voilà, donc il va y avoir du boulot, grave. Ouais. Mais c'est cool. J'ai l'impression d'en manquer à chaque fois, donc je rajoute des choses, des pièces dans la machine. Mais donc ouais, non, ça va. Voilà, il y a de quoi s'amuser. Il y a plein d'autres choses. Je sais pas, en fait, au bout d'un moment, la seule complication, c'est de gérer ces multi-plannings qui sont dans ma tête. C'est peut-être ce qui m'épuise, mais bon, on s'en fout. Très bien. Bon, mortel, Mickaël, et on aura hâte de suivre tout ça en temps et en heure quand ça arrivera. Et je te remercie d'avoir pris le temps quand même de te poser avec nous pour faire ce podcast. Et ma foi, de toute façon, ce sera toujours pas la dernière fois qu'on se parle dans ces micros, je le pense bien. En tout cas, j'en profite pour remercier aussi toutes celles et ceux qui nous écoutent. Si vous appréciez ces podcasts qu'on fait avec tous les éditeurs en ce début d'année et puis les podcasts First Print de façon générale, vous pouvez le faire savoir, à la fois pour soutenir les émissions, mais aussi les personnes qui viennent parler de leur travail. Donc, partagez le podcast sur vos réseaux sociaux, parlez-en autour de vous à quiconque aime un petit peu la bande dessinée de façon générale. Et puis, on a également une page Tipeee qui est ouverte sur laquelle vous pouvez nous apporter votre soutien financier afin qu'on puisse continuer à produire toutes ces émissions. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Mickaël, salut. À plus.